La Brave M, elle se situe actuellement au centre de tous les débats et symbolise la gestion particulièrement violente du maintien de l'ordre. La Brave M, c'est quelque part une milice privée au service du gouvernement et d'Emmanuel Macron. Alors pas étonnant qu'une pétition publiée sur le site de l'Assemblée nationale demande sa dissolution. Pétition qui avait enregistré plus de 260 000 signatures et qui a été arbitrairement enterrée par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Alors si cette pétition avait atteint les 500 000 signatures d'ici le 15 juin, la question de la dissolution, la Brave M, aurait pu être débattue dans l'hémicycle, mais débat clos. Alors, loin d'arranger son portrait, l'Observatoire parisien des libertés publiques vient de publier un rapport qui accable et documente les actions ultra-violentes de la Brave M. Lucas, membre de cet observatoire, est avec nous sur le plateau du Média pour discuter de ce rapport. C'est l'entretien d'actu. Bonsoir Lucas. Bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien, très content d'avoir sorti ce rapport. Oui, content de vous recevoir et merci encore pour votre patience. Jour de manifestation oblige, alors je suis forcée de vous poser la question. Est-ce que vous étiez dans le cortège parisien ? Est-ce que vous avez eu des remontées sur d'éventuelles violences policières aujourd'hui ? Alors, je suis désolé, je vais vous décevoir. Je fais partie d'un collectif, l'Observatoire parisien des libertés publiques, où on documente les pratiques policières en manifestation et on a pour règle de ne parler que de ce qu'on a observé dans le cadre de nos observations. On mène des observations toujours par équipe de 3 en prenant des notes pour voir ce qui se passe minute par minute. On prend aussi des images et après on fait un travail d'analyse là-dessus et on ne communique que lorsque on a fait ce travail et ça nous permet d'éviter de faire des erreurs et d'être certain d'avoir une parole crédible et de tendre vers le plus de scientificité possible. On va respecter votre devoir de réserve. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de votre rapport sur la Brave, est-ce que vous pourriez nous présenter cet observatoire parisien des libertés publiques ? Bien sûr. Alors, c'est un collectif qui a été créé par les sections parisiennes de la Ligue des droits de l'homme et du Syndicat des avocats de France en 2019. La première observation date du 1er mai 2019. Avant cela, il y a d'autres observatoires qui ont vu le jour, notamment celui de Toulouse, celui de Bordeaux, qui fonctionnent à peu près de la même manière que nous et qui avaient déjà sorti aussi des rapports super intéressants avant la création de l'Observatoire parisien. Et donc, l'Observatoire parisien s'est créé à la suite de ceci. Alors on parle beaucoup des braves sans trop savoir ce qu'est cette unité. On sait juste qu'ils sont très violents. Il existe des braves M, des braves L et même depuis quelque temps la brave N. On s'y perd un peu. Qu'est-ce que c'est concrètement la brave et les braves M ? Alors effectivement, on s'y perd un peu. Nous, on s'est surtout concentré sur la Brave M. Mais ce qu'on a compris, c'est que le dispositif Brave, c'était un dispositif qui avait été créé par Didier Lallement au moment de son arrivée à la préfecture de police de Paris. Et c'est un dispositif qui vise à donner a priori plus d'autonomie aux agents sur le terrain. Didier Lallement disait que ce dispositif permettait aux responsables sur le terrain de prendre des décisions sans attendre un ordre qui venait de la salle de commandement. Il parlait d'autonomie tactique qui était conférée aux braves. Au sein de ces braves, qui en fait, a priori, sont un mode d'organisation dans lequel se trouvent souvent les compagnies d'intervention, qui sont ces policiers au casque à bande bleue qu'on voit généralement dans les manifestations à Paris. Au sein de ces braves, il y a la Brave M, c'est-à-dire la brave motorisée, qui se déplace à moto et dont les agents interviennent après être arrivés à moto. Alors, on a eu du mal à savoir exactement comment fonctionnait ce dispositif, le dispositif Brave. Notamment parce qu'on a aussi adressé des questions à la préfecture de police de Paris. C'est la Ligue des droits de l'homme qui a adressé ces questions pour nous. C'était début octobre. La préfecture n'a pas répondu, donc la Ligue des droits de l'homme a saisi la commission d'accès aux documents administratifs qui a donné début janvier un avis favorable. La préfecture n'a toujours pas répondu et, coïncidence ou miracle, on a reçu hier soir les documents, mais le rapport était déjà sur le site. Donc on va regarder ce qu'il y a dans ces documents. Je n'ai pas encore pu en prendre connaissance et peut-être que ça nous donnera plus d'informations et d'éclairage sur ce dispositif. Donc c'est une unité non constituée, mais il y en a quand même une qui est permanente, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Il y en a une qui a été créée, qui est permanente. Je crois que c'était en octobre 2020. Celle qui est permanente, a priori, ce qui serait permanent dedans, ce serait seulement les conducteurs et conductrices de moto. Il semble que, même pour la Brave M permanente, les agents qui interviennent, ceux qui sont derrière,
viennent de compagnies d'intervention différentes selon les journées, mais c'est une Bravem permanente dont on se demande un petit peu ce qu'elle fait hors journée de manifestation. On sait qu'elle intervient en banlieue et on ne sait pas trop ce qu'elle y fait et c'est assez effrayant. On devine. On peut deviner, ouais. Nous, malheureusement, on n'observe que les manifestations à Paris. Ouais. Et ce qui est terrible, c'est que ces membres de la Bravem, ce sont des volontaires. Alors ça, vous me l'apprenez. C'est ce qui est dit parfois par la préfecture. On peut aussi... J'ai vu que Jérôme Foucault disait ça. On peut se demander s'ils sont volontaires. Moi, j'avais entendu qu'au début, ils avaient du mal à trouver des volontaires. Donc, je ne sais pas comment ça se passe exactement à l'intérieur. Il y aurait des volontaires et des personnes repérées pour leur capacité en maintien de l'ordre. Alors, je ne sais pas à quelle occasion, mais c'est le cas. Alors, pourquoi l'Observatoire s'est intéressé à cette unité spécifiquement? Est-ce que c'est lié aux polémiques qu'on connaît? On s'est intéressé très tôt à cette unité, d'abord à travers des travaux qui ne concernaient pas spécialement cette unité, mais on a publié des rapports d'observation, des notes d'observation, où souvent on était amené à détailler un petit peu les actions de la Bravem et à s'intéresser à elle. On s'est intéressé à cette unité parce que, d'abord, elle était nouvelle et il y avait assez peu de choses qui avaient été faites dessus. Ça fait, nous, très longtemps qu'on travaille, on est très nombreuses et nombreux à travailler là-dessus, sur ce rapport depuis longtemps. Et voilà, il y avait assez peu de choses, c'était nouveau, et puis il nous semblait qu'il y avait quelque chose de symbolique avec la Bravem, en plus des violences dont la Bravem fait preuve, mais qui malheureusement ne sont pas spécifiques à la Bravem. Les compagnies d'intervention, les BAC sont très violentes aussi, les CRS et les gendarmes mobiles peuvent l'être aussi. Ils sont plus violents que les CRS quand même, les Bravem, non? Oui, en tout cas, enfin je dis ça un peu rapidement peut-être, mais oui, en général, ils nous semblent plus violents, et peut-être à cause de deux choses, qui sont d'abord le fait que les CRS et les gendarmes mobiles ont une formation spécialisée en maintien de l'ordre que n'ont pas les agents de compagnie d'intervention ou de BAC. A priori, maintenant, c'est plutôt les agents de compagnie d'intervention qui forment les Bravem. Et les Bravem sont dotés de cette autonomie tactique qui est susceptible de leur permettre d'agir sans forcément avoir une appréciation globale de la situation, peut-être de réagir pour des considérations qui leur sont propres, sans chercher la désescalade, là où les CRS et les gendarmes mobiles ne peuvent pas agir tout seuls. Enfin, ils attendent un ordre. Alors, quand je disais qu'ils étaient plus violents, en fait, je me suis un peu basée sur votre rapport, et notamment à l'utilisation des grenades GMD et GENL. Donc des grenades, en gros des grenades de désencerclement que les Braves utiliseraient plus que les CRS. Alors, en tout cas, il y a une enquête de Mediapart qui avait été publiée sur l'utilisation des grenades, et de ces grenades, maintenant c'est les GENL, c'est les grenades de désencerclement, oui. Les agents qui les utilisent n'ont pas le droit de les lancer en l'air, ils doivent les faire rouler à terre, et l'enquête de Mediapart montrait que, effectivement, chez les Bravem, il y avait beaucoup plus de lancers non réglementaires que chez les CRS. Alors se pose aussi la question des interpellations. L'Observatoire note que les Bravem est un outil de communication au service du pouvoir. Alors effectivement, les Bravem sont faites pour les interpellations. Didier Lallemand le disait, et il le dit dans son livre aussi, L'ordre nécessaire, qu'il a sorti après son passage à la préfecture. Et il y a un passage qui est très intéressant dans ce livre, parce qu'il reconnaît lui-même que l'exigence de faire des interpellations est liée à des exigences de communication. Il dit que le pouvoir a besoin de communiquer, ou en tout cas souhaite communiquer sur le nombre d'interpellés. D'ailleurs, on sait très bien, ça s'est encore montré récemment, que les interpellés, très souvent, ne sont coupables d'aucune infraction. Et Didier Lallemand reconnaissait lui-même que, dans le livre, il reconnaît, il dit ça va pas de soi, le fait de faire des interpellations comme ça dans la foule, c'est pas évident, et il dit lui-même que ça pose des problèmes. Et nous, c'est ça qu'on observe sur le terrain, c'est que quand une unité comme la Bravem va chercher quelqu'un pour l'interpeller, souvent ça oblige l'unité à fendre la foule et à créer énormément de désordre. D'ailleurs, vous documentez sur 2 pages le sens de la mise en scène des Bravem. Est-ce que ça y participe, ça, que ce soit sur les réseaux sociaux comme lors des interventions? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par là? Alors le sens de la mise en scène, c'est sur les réseaux sociaux, effectivement. Il y a un journaliste, Maxime Sirvins, qui a fait un article super là-dessus, où il a vraiment fait de la veille sur les réseaux sociaux. Mais avant d'être sur les réseaux sociaux, c'est en intervention et dans leur équipement. Le fait qu'on ait comme ça des agents habillés tout en noir, dans des tenues d'ailleurs qui ne sont pas des tenues de policiers, qui sont des tenues de motards au départ. Il y a une inscription police, mais
Ils ressemblent à des unités en civil, les motos sont noires et banalisées. Le magazine de la préfecture de police indiquait même que les feux de signalisation avaient été volontairement dissimulés sous la carrosserie. Donc on ne sait pas trop pourquoi, mais il faut que rien ne laisse transparaître... ou en tout cas, ça laisse assez peu transparaître de loin cette qualité d'agent de police. Et on les voit souvent se placer comme s'ils étaient en embuscade dans les manifestations. Ça ne les empêche pas d'être visibles, mais on a l'impression qu'ils veulent montrer justement le fait qu'ils se cachent et qu'ils peuvent fondre sur les gens de n'importe où, même sans forcément arriver en moto, même quand ils sont à pied, ils ont cette posture. Ils cherchent à semer la terreur. Peut-être leur emblème, c'est un frelon qui a leur écusson, c'est un frelon dans une posture menaçante. Et ils sont aussi toujours casqués, alors que habituellement, si on parle par exemple des gendarmes mobiles ou des CRS, le fait de porter le casque, c'est un ordre qui est reçu de la hiérarchie et qui est censé indiquer aussi aux manifestants le niveau de tension dans lequel on est et faire passer un message. Les Bravem, le casque est porté en permanence. Sous le casque, ils ont très souvent des cagoules. Ils ont aussi parfois une espèce de visière fumée sous la visière transparente du casque, et très souvent on ne voit rien du tout de leur visage, et ça c'est aussi quelque chose qui est très intimidant. Et sur les réseaux sociaux, on les voit se mettre en scène dans des postures qui ressemblent un peu à du film d'action, où ils portent encore leur cagoule. Il faut rappeler peut-être que le port de la cagoule d'ailleurs est interdit selon le schéma national du maintien de l'ordre. Il faut exception, on sent bien que c'est un corps d'exception au sein de la police. Alors, oui, mais en même temps, c'est pas vraiment un corps, et c'est ça aussi qui est étonnant, c'est que ce sont des agents qui viennent d'autres services. Une unité, peut-être plus une unité, un dispositif d'exception, et on peut se demander aussi si eux-mêmes, ça les met pas si ça les conduit pas lorsqu'ils sont dans ce dispositif Bravem à performer un rôle. Oui. Alors, il y a aussi un paragraphe dans ce rapport plutôt cocasse sur le choix de l'acronyme BRAVE, un choix qui illustre la vision du maintien de l'ordre sous Macron. Effectivement, Didier Lallemand disait dans une audition au Parlement qu'il avait choisi cet acronyme à dessein. Bon, il y avait déjà eu des unités policières qui s'étaient appelées les Braves. L'acronyme a été repris et il dit qu'il l'a choisi parce qu'il aime les acronymes signifiants. Dans le même passage, il rappelle que lorsqu'il était à la tête de l'administration pénitentiaire, il avait créé les ERIS, qui sont ces unités chargées de mater les mutineries en prison. Et ERIS, c'est la déesse de la colère. Et il dit la déesse de la colère me semblait assez adaptée. Donc il a utilisé comme ça cet acronyme, et on a l'impression que ça sert aussi peut-être à faire peur. Et nous, on pense que la Bravem participe d'une et là, pour dissuader les gens d'aller manifester aussi. Alors, il y a une véritable stratégie de la peur par leur uniforme intimidant. C'est ce que vous nous avez expliqué, mais également par des arrestations arbitraires. Alors, les arrestations, effectivement, souvent, elles sont arbitraires. Ça, c'est pas le fait de la Brave spécifiquement. Les compagnies d'intervention aussi. La BAC, probablement aussi. Et n'importe quelle compagnie. Ça, c'est probablement plutôt lié aux ordres reçus par les agents. Nous, on ne peut pas savoir quand on est sur le terrain exactement si une interpellation est arbitraire ou pas. Souvent, elle nous semble arbitraire. C'est l'impression que ça donne, c'est qu'ils prennent des gens au hasard. Et ce côté arbitraire des interpellations a été documenté aussi par des journalistes. Récemment, ça s'est vu, ça a été édifiant quand on voit le nombre d'interpellés et qu'on le compare au nombre de personnes qui ont été poursuivies, sachant que toutes les personnes poursuivies elles-mêmes ne seront pas forcément condamnées et que même les personnes condamnées, on peut parfois se demander en fonction de quelle infraction elles sont condamnées. Quand on pense aux lois anti-casseurs ou des choses comme ça, ça peut être des infractions un petit peu fourre-tout. Donc, il y a une possibilité, effectivement, pour les forces de l'ordre d'interpeller un petit peu au hasard. C'est en tout cas l'impression qu'on a sur le terrain. Et le rapport pose également la question d'un potentiel retour des voltigeurs. Oui, alors on a forcément traité cette question puisque les Bravem sont souvent comparés aux voltigeurs. Même dans les manifestations, les gens parfois parlent de voltigeurs en voyant arriver la Bravem. Didier Lallemand et le préfet Laurent Nunez aujourd'hui aussi insistent toujours sur le fait que les Bravem n'interviennent pas à moto. Les agents interviennent à pied. En tout cas, c'est la règle, alors que les voltigeurs intervenaient à moto. Nous, on rappelle d'abord que les voltigeurs, le dispositif des voltigeurs, il a été supprimé à la suite de la mort de Malik Oussekine, qui a été tué par des agents qui étaient à pied.
Et qui sont descendus de leur moto. Qui étaient descendus de leur moto et qui intervenaient à pied. On a vu des scènes, et là on peut penser à des vidéos aussi très célèbres, comme celle du journaliste Nauman, où on voit des voltigeurs, je dis des voltigeurs, ma langue fourche. Très révélateur. On voit des bravem qui frappent quelqu'un au sol et s'acharnent sur lui avant de le laisser. En tout cas, on a aussi fait des recherches. On est tombé sur un article du Monde qui date de quelques semaines ou quelques jours après la mort de Malik Oussekine et qui parle des voltigeurs. Et l'article dit que ce qui pose problème chez voltigeurs, c'est un esprit qui anime les membres de cette unité et qui voit tout passant ou tout manifestant comme une menace potentielle. Et l'article ne met pas l'accent sur le fait que les voltigeurs interviennent à moto spécifiquement, même si j'imagine que ça devait être peut-être encore pire quand ils intervenaient à moto. Alors il y a un autre point qui nous semble important, en tout cas aux médias. Vous documentez très largement, au-delà des violences physiques, plusieurs manquements à la déontologie policière de la part des braves. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'utilisation de la cagoule, qui est en principe proscrite. Il y a quoi ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Quelles sont les autres règles auxquelles il manque ? Le port du RIO. Les bravem, mais là encore, c'est pas spécifique aux bravem, c'est plus général dans la police. Le RIO est très peu porté. Nous, on fait des décomptes quand on peut. On passe en observation devant des lignes de policiers ou de gendarmes et on compte combien il y a de policiers et combien portent le RIO ou combien ont un RIO visible. Et souvent, ils sont une minorité à le porter, alors que la loi les oblige à le porter. Et ça donne vraiment l'impression que c'est pas la loi qui est le principe directeur de leur action, c'est peut-être une conception de l'ordre qu'ils ont, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas la loi, puisque le RIO, il le porte pas. Et puis souvent, tout simplement, l'usage de la force. La loi est claire là-dessus, sur le fait que l'utilisation de la force doit être strictement nécessaire et proportionnée. Et nous, on voit que très souvent, c'est pas le cas. Très souvent, les sommations sont pas faites. Alors, la loi prévoit des exceptions, des moments où les forces de l'ordre ont le droit d'utiliser la force sans sommation, mais souvent, ils le font sans sommation et on a l'impression que ça rentre pas dans le cadre de ces exceptions. Et ils affichent aussi leur appartenance à des groupes politiques d'extrême droite de manière assez décomplexée. Alors, ça, chez les bravem, on ne l'a pas tant vu que ça, parce que leur uniforme est... en général, ils sont quand même tout en noir. Par contre, je pense que vous faites référence à un cas qu'on a documenté, qui est le cas d'un commissaire qui intervient, ou qui en tout cas est intervenu en bravem, mais qui intervient aussi souvent en compagnie d'intervention, à propos duquel Le Monde avait fait une enquête pour découvrir qu'il était responsable de la blessure d'un photographe qui avait eu le nez cassé d'un coup de matraque. Et le journal Le Monde avait, avec cette enquête vidéo, vu que ce commissaire, P, ça, il avait nommé le commissaire P, et ce commissaire avait frappé énormément de gens d'une manière qui semblait totalement gratuite dans sa charge. Ce commissaire, on a pu l'identifier et on voit qu'il est encore très souvent présent en manifestation, quasiment systématiquement. En général en commandement de CI, on le voit, de compagnie d'intervention. Et pendant longtemps, il portait sur son casque une insigne qui est la Thin Blue Line, qui est un symbole dont le sens n'est pas très clair, mais qui est quand même plutôt associé à des groupes d'extrême droite. Apparemment, au départ, c'est des policiers américains qui le portaient pour symboliser cette Thin Blue Line. C'est la ligne bleue très fine qui séparerait l'ordre du chaos. Et la ligne bleue, ce sont les forces de l'ordre. Ce commissaire ne la porte plus depuis quelques semaines et l'inspection générale de la gendarmerie nationale a interdit aux gendarmes de porter cette Thin Blue Line. À peu près au même moment, nous, on l'a plus vu la porter. Alors lui, il n'est pas gendarme, il est policier, mais ça l'a peut-être dissuadé de continuer à porter cette insigne. Et alors, ces bravem qui ne respectent pas donc ces règles, l'utilisation de la cagoule, les RIO cachés, bon, c'est pas spécifique à eux, mais est-ce qu'ils ne sont pas sanctionnés ? Pas de sanctions de la part du gouvernement, de leur autorité La cagoule, le RIO, non. Le commissaire P dont je vous parlais, il a été médaillé quelques mois après les violences que Le Monde a documentées. Donc le fait qu'il ait été médaillé et qu'il soit maintenu sur le terrain, ça envoie quand même, je pense, on pense à l'Observatoire, un très mauvais signal aux agents aussi qu'il a sous son commandement et aux agents en général. Et pourtant, Darmanin avait affirmé dans le JDD avoir la main ferme avec ceux qui déshonorent l'uniforme. Comme quoi, c'est pas le cas. Je
c'est pas ce qu'il appelle déshonorer l'uniforme. Alors comment et pourquoi, face aux innombrables témoignages de violences policières, la Bravem peut-elle être maintenue en exercice ? C'est la question qu'on pose dans la conclusion du rapport, où on se demande même aussi comment elle a pu être créée. Parce que la Bravem, elle a quand même été créée pendant les Gilets jaunes, enfin quelques mois après le début du mouvement, mais à un moment où la question des violences policières commençait vraiment à émerger dans le débat public, enfin en tout cas se montrait de manière plus importante. Il y avait eu tous ces gilets jaunes qui avaient été éborgnés, il y avait eu des gilets jaunes qui avaient eu des mains arrachées, etc. Et à ce moment-là, alors qu'il y avait ces polémiques sur la violence policière, la Bravem a été créée. Alors, on ne sait pas, c'est sûrement une manière de reprendre la main, on se dit à la fin, c'est des hypothèses qu'on donne dans le rapport, peut-être une forme de provocation et peut-être même une espèce de coup de force. Peut-être aussi que l'institution utilise un petit peu, c'est une question qu'on se pose à la fin et qu'on laisse ouverte. Est-ce qu'à terme, elle pourrait remplacer la BAC ? Alors, dans les manifestations, on a eu l'impression que ça remplaçait la BAC. Dans nos observations, en tout cas, on a remarqué qu'à partir de début 2020, on ne voyait plus la BAC en manifestation, on ne voyait plus que la Bravem. Par contre, là, en février, on a revu la BAC dans les manifestations. Je ne sais pas pourquoi la BAC est revenue, je ne sais pas si c'est une décision stratégique ou si c'est parce que la hiérarchie manquait de force, simplement. Mais effectivement, on a l'impression qu'il y a une continuité entre la BAC et la Bravem. Alors, dissoudre la Brave, c'est l'objet d'une pétition qui a récolté 263 887 signataires, dûment vérifiés par le biais de France Connect en seulement 13 jours. Sauf que voilà, le 5 avril, la commission des lois a tout bonnement décidé de la classer à l'issue d'une discussion qui n'aura pas duré 1 heure. On écoute le député LFI. Simplement, aujourd'hui, vous ne pouvez pas évacuer sous le tapis qu'il y ait 260 000 citoyens qui aient signé cette pétition. Et oui, c'est une pétition engagée, mais toutes les pétitions ont un objectif engagé. Elles ouvrent un débat, elles posent une question sur le maintien de l'ordre. Et la Bravem est la pointe avancée de votre politique de répression. De gens qui, oui, roulent sur des manifestants, mettent des coups de matraque, tiennent des propos racistes le soir. Est-ce qu'on peut accepter d'avoir des policiers qui se comportent de cette manière, qui aujourd'hui disent à des gens « mais tu es venu en France parce que tu as traversé la mer ou tu t'es accroché à une aile d'avion ». Voilà aujourd'hui ce qu'est la Bravem. Et nous allons continuer à porter la mobilisation pour exiger la dissolution de cette unité-là, qui est une unité violente. On vient d'entendre le député LFI Thomas Porte, c'était justement en commission des lois. Alors j'imagine que vous avez bien suivi le dossier de cette pétition. L'Observatoire se positionne-t-il pour la dissolution des Braves ? Alors par principe, l'Observatoire ne se positionne pas, n'émet pas de recommandations. Par contre, on a été créé, l'Observatoire, par la Ligue des droits de l'homme, qui a aussi sa propre pétition, qui demande la dissolution de la Bravem, mais pas seulement. Combien de signatures à ce jour ? Là, je ne sais pas. Par contre, on tient aussi à insister sur le fait que la Bravem n'est pas le seul problème. Dissoudre la Bravem et laisser tout le reste, ça ne changerait pas forcément les choses. Je vous parlais tout à l'heure des Gilets jaunes. La Bravem n'existait pas encore. Ça n'a pas empêché l'usage des LBD, l'usage des grenades, etc. Donc la pétition qui est lancée par les LDH demande aussi plein d'autres choses. L'interdiction des NAS, par exemple, l'interdiction du matériel classé matériel de guerre, comme les LBD ou certaines grenades explosives. Vous allez plus loin, oui, voilà, que la dissolution. Il ne faudrait pas croire que la Bravem est seule responsable. Souvent, les agents de la Bravem interviennent aussi en compagnie d'intervention. Les compagnies d'intervention peuvent se révéler très dangereuses aussi. Bien sûr. En fait, ils sont fait particulièrement remarquer durant ces manifestations. On a presque oublié les gendarmes et les CRS qui sont tout aussi violents. Peut-être pas plus, mais à niveau égal ou pas. Alors, c'est difficile là, de savoir exactement, mais les CRS et les gendarmes mobiles ont quand même cette spécialisation dans le maintien de l'ordre. Je ne dis pas du tout qu'ils ne sont pas violents. Là, les observatoires sont en train de documenter ce qui s'est passé à Sainte-Soline. C'était des gendarmes, donc il y a évidemment énormément de problèmes avec la gendarmerie mobile et avec les CRS. En manifestation à Paris, on trouve que c'est encore pire lorsque les manifestants ont affaire à des Bravem, à des compagnies d'intervention ou à des BAC. Et nous, par exemple, en tant qu'observateurs, les quelques fois où on a été bousculé ou violenté par des forces de l'ordre, c'était très souvent la Bravem.
Merci beaucoup, Lucas, membre Merci. de l'Observatoire parisien des libertés publiques. Foncez voir ce rapport qui a été donc publié aujourd'hui. Oui, voilà, c'est ça, aujourd'hui. Un rapport très fourni qui accable et documente minutieusement les actions ultra-violentes de la Bravem. Écoutez, j'espère que vous serez invité par Hanouna sur TPMP. Au moins, il pourra être sûr que vous connaissez bien ce sujet et que vous Pas sûr qu'on ira. Oui, voilà, peut-être pas sûr, mais en tout cas, ça serait une invitation qui pourrait peut-être faire oublier celle des faux Bravem.